O Ferdinand, ou éléphant, a eu une carrière courte pendant la Seconde Guerre mondiale et a laissé un héritage douteux. Était-ce un grand échec technique ou le véhicule destructeur de chars le plus réussi de l'histoire? Restez avec nous pour le découvrir. Je veux commencer par t'inviter, toi qui adores la Seconde Guerre mondiale, à nous rejoindre dans la mission Atom 2025. La salle de guerre va marquer les 80 ans du projet Manhattan, de la première explosion atomique de l'histoire ainsi que des bombardements atomiques d'Hiroshima et de Nagasaki, au Japon. Avec une mission exclusive et unique pour les États-Unis, en octobre de cette année, nous commencerons par visiter la plus grande collection d'aéronefs militaires au monde, le musée Smithsonian. L'espace aérien où vous pourrez voir de près le bombardier B-29 Enola Gay qui a largué la bombe atomique sur Hiroshima, ainsi que les intercepteurs japonais, tous ceux qui ont combattu les B-29. Après cela, je t'emmène au Nouveau-Mexique, pour que nous allions à Los Alamos, où la bombe atomique a été créée. Et tu vas découvrir la maison de Robert Oppenheimer, en plus de visiter le site d'essai Trinity, le point zéro de la première bombe atomique, une base militaire qui n'ouvrira qu'une seule fois en 2025. Et seule la salle de guerre pourra t'emmener là-bas à l'intérieur. Mais ne t'inquiète pas, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Nous allons encore faire un vol exclusif et historique à bord d'un véritable bombardier Boeing B-29 Super Fortress. Bien sûr que ça t'a plu, tu ne peux pas rater ça, non? Alors, clique ici sur Mission Atom 2025 avec BR, le lien est juste ici dans notre description, ou alors scanne le code QR qui est aussi à l'écran. Contacte l'un de nos agents qui vous offrira les meilleures conditions pour réaliser ce rêve. Et n'oublie pas que je serai ton guide et que je t'attends là-bas. Le 26 mai 1941, deux entreprises allemandes, Henschel, ancien fabricant de grands véhicules routiers, récemment convertis à la fabrication de véhicules aéronautiques, d'avions pour la Luftwaffe, et aussi le constructeur automobile traditionnel Porsche, ont reçu une invitation à participer au processus de développement d'un nouveau char, d'un nouveau grand véhicule blindé, qui aurait comme armement principal le nouveau canon de 88 mm KVK-36. Cette arme avait déjà prouvé qu'elle était la seule dans l'arsenal allemand à avoir la capacité réelle d'abattre les chars britanniques les plus lourds. Et notez bien que c'était presque un mois avant le début de l'invasion de l'Union soviétique. Et la surprise que les Allemands ont eue avec le T-34 et aussi avec le KV-1. Ils ont déjà commencé à prendre des précautions et à équiper une nouvelle classe de superchars avec cette super arme qu'ils avaient entre les mains. Et la figure centrale de l'une des deux entreprises concurrentes dans ce processus. Ferdinand Porsche, l'un des ingénieurs automobiles les plus légendaires de l'histoire, qui avait déjà créé pour Hitler la KDF Wagen, ou Kraft Deutsche Freude, que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de Coccinelle. En 1938, il a mis tout son génie au service du prototype de ce nouveau superchar. Et bien sûr, comme Porsche entretenait d'excellentes relations personnelles avec Hitler. Il pensait que ce contrat était déjà gagné et il a pris un peu d'avance dans le processus en commandant déjà une centaine de châssis du char qu'il avait proposé, ainsi que ce prototype de char qu'il avait proposé. Le célèbre VK 4.501 pp de Porsche avait cet aspect curieux que vous voyez ici. C'est presque comme si c'était la version finale du Tiger, mais avec des différences marquantes. La tourelle Krupp présentée ici est identique à celle de la version finale. Elle n'était pas située au centre du châssis, comme dans la version officielle, mais avancée vers l'avant du châssis, comme vous le voyez ici. Et la principale différence, en réalité, se trouve dans le groupe motopropulseur, dans l'ensemble de locomotion du véhicule qu'il utilise. En fait, un ensemble de 3 bogies ou 3 trucks de chaque côté. Ce sont 2 roues fixées à une seule suspension, avec des ressorts d'amortissement et une absence totale de galets de retour sur la partie supérieure de la chenille. Et comme je l'ai déjà dit, Porsche était tellement confiant dans son idée qu'il avait déjà commandé la fabrication de 100 châssis de ce type auparavant, même si la décision finale avait déjà été prise.
Et cette décision finale a été prise le 20 avril 1942, le jour de l'anniversaire de Hitler. Et ce jour-là, regardez, c'est le projet de Henschel, celui que vous connaissez déjà, qui est devenu célèbre grâce aux livres, aux documentaires, aux films sur le Tiger 1. Ce modèle de Henschel est celui qui est entré en production. Et surtout justement à cause de la suspension de ce modèle, de son ensemble moteur, qui a été considéré comme supérieur à celui de Porsche, qui s'est avéré ne pas être très efficace, sur terrain boueux. La suspension de Henschel comportait 16 ensembles indépendants de roues pour sa suspension, utilisant un système de barres de torsion avec 8 de chaque côté. Pour économiser de l'espace d'ailleurs, les ingénieurs de Henschel ont alterné ces roues, faisant en sorte que l'une soit plus à l'extérieur et l'autre plus à l'intérieur, comme vous pouvez le voir ici sur ce dessin. Ce système compliquait beaucoup la maintenance du Tiger, mais il en faisait un véhicule avec une pression au sol plus faible, ou qui ne s'enfonçait pas aussi facilement que son concurrent de Porsche. La production du Tiger en a commencé en août 1942 et les premiers exemplaires opérationnels sont arrivés sur le front vers la toute fin de cette année-là. Et ce fait-là a beaucoup contrarié Ferdinand Porsche. L'histoire aurait pu s'arrêter là s'il n'y avait pas eu 2 facteurs. Le premier, c'est que lors de la première année de l'invasion allemande de l'Union soviétique, les Allemands se sont retrouvés face à un nombre gigantesque de chars soviétiques et un manque chronique de chasseurs de chars. Au sein de leur propre rang, une famille de chasseurs de chars d'urgence a alors été créée, baptisée Marder. Ces 3 véhicules, le Marder 1, le Marder 2 et le Marder 3, utilisaient un nom des plateformes de chars déjà considérées comme obsolètes par les Allemands. Dans le cas du Marder 1, il s'agissait du Lorraine, un char français capturé en 1940. Le Marder 2 que vous voyez sur cette photo ici était basé sur le châssis du Panzer II. Comparez-le avec ce Panzer II que vous voyez juste ici à droite de l'image. Et comme son groupe motopropulseur, tout l'ensemble de la suspension est le même, et le Marder 3 basé sur le châssis du Panzer 38. Check. L'arme choisie pour équiper ces chasseurs de chars était le PaK 40 de 75 mm, dont la culasse et la station de tir étaient protégées par une casemate incomplète, protégée seulement sur 3 côtés, les 2 côtés et l'avant. Ce blindage était également très fin, destiné uniquement à protéger l'équipage du véhicule contre les éclats et les tirs d'armes légères. Et même si des centaines de ces véhicules avaient été mis en production et livrés en première ligne, le développement d'une version plus puissante et mieux protégée de ce type de véhicule est devenu nécessaire. Le deuxième facteur était justement la proximité, l'amitié entre Ferdinand Porsche et Adolf Hitler, donc comme une sorte de prix de consolation pour Porsche. Hitler a donc décidé d'autoriser le développement d'un nouveau véhicule destructeur de chars basé sur les 100 châssis inachevés de la version du Tiger 1 de Ferdinand Porsche. Ce nouveau Panzerjäger, ou chasseur de chars lourds, utiliserait le nouveau canon de 88 mm PaK 43.2 L71 à long tube, à grande vitesse et à les hauts pouvoirs destructeurs à longue distance. Ce canon a été initialement développé pour remplacer le Flak 88 utilisé par la Luftwaffe comme arme anti-aérienne, mais il a perdu la concurrence et n'a finalement été utilisé que comme arme anti-char, comme vous pouvez le voir sur cette photo ici. Et c'est cette même arme qui a également été choisie pour équiper le Panzerjäger Nashorn, qui a été construit sur le châssis du Panzer IV ainsi que le très célèbre King Tiger. Les nouveaux chasseurs de chars de Ferdinand Porsche seraient assemblés à la Nibelungenwerk, la plus grande usine de chars d'Allemagne, nazie, construite à Sankt Valentin en Autriche et qui est entrée en service au début de 1942. Jusqu'à la fin de la guerre, cette unique usine serait responsable de plus de la moitié de la production de chars allemands. Et c'est là que plus des 2/3 de tous les Tiger jamais produits ont été construits. C'est donc là qu'entre mars et mai 1943, des châssis de la version Tiger de Porsche ont été convertis en un nouveau chasseur de chars lourds armé du PaK 43.
Cette nouvelle bête blindée de Porsche utiliserait une transmission essence électrique caractéristique, une technologie déjà utilisée par Porsche depuis le début du XXe siècle dans divers véhicules automobiles, et qui consistait en l'utilisation d'un moteur à combustion interne actionnant un générateur qui ensuite produisait un courant électrique pour alimenter deux moteurs électriques placés près des poulies motrices à l'arrière du véhicule. Cette technologie favorisait la relocalisation du moteur dans les parties les plus viables de la coque, contrairement à la transmission mécanique traditionnelle. Et ainsi, le projet initial du véhicule qui prévoyait l'installation de l'arme au centre du châssis, ici, a été modifié pour la placer à l'arrière de celui-ci. Étant donné que les premiers essais ont montré que le recul du pack 43 était gigantesque et mieux absorbé s'il se trouvait à l'arrière du véhicule. Ainsi, le moteur a été déplacé vers la partie centrale, ici du châssis, ce qui a effectivement séparé l'équipage du véhicule en deux compartiments. À l'avant du véhicule se trouvait le conducteur et, à côté de lui, l'opérateur radio et à l'arrière du véhicule. Ici, dans la casemate, à l'arrière, se trouvaient le commandant, le tireur et deux chargeurs. La casemate du nouveau chasseur de chars était entièrement fermée, contrairement aux anciens Marder qui n'avaient vent que les côtés et l'avant protégés. Dans le cas du nouveau chasseur de chars, blindé lourd, il avait également une protection sur la partie supérieure ainsi qu'à l'arrière. On constate également que le blindage de tous les côtés de cette casemate était bien plus épais que sur les véhicules précédents, avec 100 mm à l'avant, 80 mm sur les côtés, 30 mm sur le dessus et 20 mm en dessous. Au final, le blindage frontal a également été renforcé avec une plaque supplémentaire de 100 mm totalisant ainsi 20 cm d'acier pur pour protéger l'avant du véhicule, ce qui en faisait une véritable forteresse ambulante avec un total de 69 tonnes en mouvement. Une autre particularité assez curieuse de ce véhicule ici, c'est que vous voyez deux poulies dentées dans son ensemble moteur. Bien que, comme je l'ai déjà dit, la force provienne réellement de cette poulie arrière ici, cette poulie avant ici servait uniquement au freinage, elle possédait un ensemble de freins à disque à l'intérieur. Ce nouveau véhicule a été officiellement baptisé Ferdinand, un hommage évident à Ferdinand Porsche, et il était considéré comme une sorte de véhicule intermédiaire, entre les anciens Marder à casemate ouverte et les nouveaux Jagdpanzer, les véritables chasseurs de chars qui avaient en toute leur structure unifiée, avec le châssis formant une seule casemate entièrement protégée. Ce qui permettait à ces nouveaux véhicules, notamment ce Jagdpanzer, ici le plus célèbre d'entre eux, de réellement échanger des tirs directs avec des chars sur la ligne de front. Le nouveau Ferdinand, donc, était propulsé par deux moteurs, Maybach HL 120 de 300 chevaux, qui alimentait ensuite un générateur Siemens Schuckert de 500 kVA. Cette énergie fournie par ce générateur, comme je l'ai dit, alimentait deux moteurs électriques Siemens de 230 kW qui entraînaient en les poulies motrices ici à l'arrière du véhicule. Tout cet ensemble avait un magnifique taux de consommation de 100 mètres par litre d'essence. C'est bien ce que vous avez entendu, 10 litres par kilomètre de consommation de carburant. Sachant que Ferdinand pouvait atteindre une vitesse maximale de 10 km par heure en terrain ouvert tout-terrain et 30 km par heure maximum sur route. Le 10 mai 1943, le Schwerer Panzerjäger Régiment 656 ou Régiment lourd de chasseurs de chars 656 a été créé. Cette unité a été placée sous le commandement de l'Oberstleutnant, ou lieutenant-colonel Wilhelm Ernst Geduld von Jungenfeld, et elle était composée de deux bataillons, le Schwerer Panzerjäger Abteilung 653 et 656. Chacun de ces bataillons disposait de 45 Ferdinand. Le 1er juillet 1943, le régiment 656 est arrivé sur la ligne de front. Il a été positionné au nord de ce qui était alors le saillant de Koursk, se préparant pour la célèbre opération Zitadelle ou opération Citadelle, également connue chez nous sous le nom de bataille de Koursk.
Pour cela, les Ferdinand ont été placés sous le commandement du 41e Corps Panzer du général Joseph Harpe, qui lui-même relevait de la 9e armée du maréchal de champ Walter Model, qui était également le commandant de la pince nord de l'offensive. Positionnés dans cette région, précisément ici, au sud d'Orel, les Ferdinand sont entrés en combat dès la première minute de l'opération. Zitadelle, qui a commencé à 1h40 du matin, le 5 juillet de... Et comme je sais que tu adores cette histoire et que tu aimes aussi beaucoup élargir ta collection de militaria de la Seconde Guerre mondiale, regarde un peu ce Tropenhelm de l'Africa Corps que j'ai ici. Le Tropenhelm est un type de couvre-chef utilisé par les puissances européennes dans leurs colonies en Afrique et en Asie au début du XXe siècle. Et ce modèle-ci a été développé et utilisé par l'Africa Corps allemand en Afrique du Nord entre 1940 et 1943. Cette pièce a déjà fait partie du décor de la salle de guerre, et maintenant elle peut être à vous, car le billet pour participer ne coûte que 5 ré. Et vous pouvez acheter le vôtre en cliquant sur le lien qui se trouve ici dans la description, ou alors en scannant le QR code qui est également affiché à l'écran. Dépêchez-vous, car je vais faire ce tirage au sort dans peu de temps, et vous pouvez acheter autant de billets que vous voulez. Alors assurez-vous d'en prendre et bonne chance. Dès le premier moment de l'offensive, les Ferdinand ont été une surprise totale pour les Soviétiques, car ils disposaient d'une puissance de feu capable d'anéantir un T-34 à plus de 2500 mètres de distance. Bien avant que le char russe n'entre, ne serait-ce qu'à la limite de portée mortelle de son propre canon. Les Ferdinand constituaient une arme offensive de premier ordre et furent les principaux responsables de la rupture de la première et de la deuxième ligne de défense soviétique lors de ce premier jour de l'offensive. Mais étant une bête de 69 tonnes, le véhicule blindé le plus lourd du monde à cette époque, ils attirèrent également sur eux une véritable tempête de feu ennemi. Ce premier jour-là, 2 Ferdinand furent complètement détruits par l'artillerie soviétique, mais à distance. Les principales causes de perte des Ferdinand furent les mines terrestres et les propres défauts mécaniques du véhicule. En fait, ces 2 facteurs furent si influents que, dès la fin du premier jour de combat, sur les 90 Ferdinand, il n'en restait que 12 opérationnels. Mais comme les Allemands étaient à l'offensive, il fut bien plus facile pour les mécaniciens allemands de récupérer ces véhicules et de les réparer pendant la nuit. Même si cette situation a réduit l'accessibilité des véhicules en première ligne. Dans les jours suivants, affronter un Ferdinand de face était presque une garantie de mort. Mais les flancs du véhicule étaient beaucoup plus vulnérables aux attaques ennemies, de sorte que des chars et de l'infanterie ont été placés sur les côtés des Ferdinand pour les protéger de manière plus adéquate. Et de nombreux récits d'infanterie soviétique attaquant les flancs des Ferdinand avec des cocktails Molotov et des grenades se sont en réalité révélés être bien plus de la propagande que la réalité, selon l'analyse post-bataille de la documentation existante. Mais tout comme les Allemands ont inauguré leur propre bête blindée à Koursk, les Soviétiques ont fait de même, en engageant pour la première fois le Su-152 au combat. Un grand canon automoteur qui utilisait comme arme principale un obusier de pas moins de 152 mm. Et bien que le Su-152 soit justement cela, un canon automoteur qui devait apporter un soutien à l'infanterie pour la destruction des casemates ennemies. Il est devenu en réalité le seul véhicule de l'arsenal de l'armée rouge capable de détruire efficacement les nouveaux chars Tiger. Et lors des duels contre les Ferdinand, le Su-152 a fini par être désavantagé. Parce que son arme, bien qu'elle ait presque le double du calibre de celle du véhicule allemand, avait une vitesse de sortie bien plus faible que celle du canon de 88 mm, pas 43 du Ferdinand. Ainsi, les Ferdinand pouvaient détruire le Su-152 à des distances bien plus grandes, de manière très précise, grâce aussi à leur système optique, qui était bien plus avancé que celui du véhicule russe. Donc, même si le taux de destruction de Su-152 pour chaque Ferdinand perdu avait effectivement été élevé, le nombre total de véhicules soviétiques engagés contre les Ferdinand était également très élevé.
et ce fait, ajouté à la faible disponibilité opérationnelle de ces véhicules après avoir subi le premier dommage. Il en a résulté que, le 11 juillet 1943, une semaine après le début de l'offensive allemande, pas moins de 19 Ferdinand avaient été perdus, y compris l'exemplaire du Ferdinand russe, qui est aujourd'hui conservé au musée de Koubinka, près de Moscou. En plus de leur maintenance très compliquée, il y avait un problème chronique d'approvisionnement en pièces de rechange pour ces véhicules, ce qui faisait que leur disponibilité, à cette époque, tombait à moins de 10 par jour. Le 12 juillet, les Soviétiques ont lancé leur contre-offensive et la situation s'est complètement effondrée sur le front allemand. Ce qui fit que, le 20 de ce mois-là, les Ferdinand furent retirés de là et transportés à l'arrière par chemin de fer. Pendant la bataille de Koursk, donc, sur les 90, Ferdinand d'origine 39 avaient été perdus, dont 20 véhicules qui avaient simplement été détruits par les Allemands eux-mêmes, parce qu'ils avaient subi une panne mécanique sur le terrain et n'avaient pas pu être récupérés. Ce fait est une preuve claire du manque d'un système de récupération adéquat pour retirer les Ferdinand endommagés du champ de bataille. Étant donné que le véhicule de récupération le plus lourd que les Allemands possédaient à l'époque, le Bergpanzer IV, qui était basé sur la plateforme du Panzer IV, était loin de pouvoir récupérer un véhicule d'un tel poids. En fait, les opérations de récupération des Ferdinand qui ont réellement eu lieu nécessitaient pas moins de 5 Bergpanzer IV pour pouvoir remorquer une bête d'un tel poids. Pour tenter de résoudre le problème, 3 châssis de Ferdinand ont donc été convertis en Bergpanzer Ferdinand. Un véhicule qui, enfin, avait la capacité de secourir ses cousins endommagés sur le champ de bataille. Mais à ce stade de la guerre, le nombre de Ferdinand disponibles avait déjà diminué. À tel point que le bataillon 654 a dû remettre tous ses véhicules au bataillon 653, qui est alors devenu le seul de toute la Wehrmacht à opérer les Ferdinand. Sur les quelques 50 véhicules restants, pas moins de 40 ont été envoyés à l'atelier de Dnipropetrovsk pour une révision générale, tandis que les 10 restants en état de marche ont été engagés. Sur la ligne de front, à la tête de pont de Zaporizhia, le long du fleuve Dniepr, est là. Ces 10 véhicules ont été très importants pour contenir l'offensive soviétique dans le secteur, infligeant la destruction de plusieurs centaines de véhicules ennemis supplémentaires. Autant là que dans la région de Kryvoï Rog. Et pour illustrer cela de manière précise, le commandement du régiment a enregistré qu'entre le 5 juillet et le 5 novembre 1943, les Ferdinand avaient été responsables de la destruction de pas moins de 582 chars ennemis, 344 canons anti-chars, 133 pièces d'artillerie et, curieusement, 3 avions russes. Décembre. Tous ces véhicules ont été rapatriés en Autriche, à la Nibelungenwerk, où ils ont finalement subi une série de mises à jour qui leur ont donné un nouveau visage. Ces innovations comprenaient notamment l'installation d'une mitrailleuse MG34 de protection, ici à l'avant, à la position de l'opérateur radio. Le remplacement de la coupole du commandant par le modèle avec 8 périscopes déjà utilisés sur les Stugé. Et aussi la refonte complète du compartiment moteur, ce qui rendait cette partie du véhicule moins vulnérable aux dommages causés par les éclats. Le 15 février 1944, 11 de ces nouveaux Ferdinand modernisés ont donc été envoyés en Italie pour contenir la tête de pont alliée à Anzio, au sud de Rome. Là-bas en Italie, cependant, ces monstres blindés ont rencontré un environnement opérationnel très défavorable, car les routes italiennes étaient très étroites, et de nombreux ponts du pays ne pouvaient tout simplement pas supporter un poids aussi monstrueux que celui de ces véhicules. Après la percée des défenses à Anzio, en mai, les Ferdinand ont alors été placés au sud de Rome pour défendre la capitale, le long de la Via Appia. Et de là, ils ont réussi à paralyser l'avancée alliée pendant plusieurs jours en détruisant les véhicules blindés américains à longue distance. Mais une fois de plus, les problèmes mécaniques ont été le principal fléau pour le fonctionnement des Ferdinand. Et, au début du mois de juin, seulement 3 véhicules étaient opérationnels en Italie, ce qui a conduit à ce que l'unité soit retirée de là dans les jours suivants.
L'un des véhicules perdus en Italie, cependant, a été capturé par les Américains et il est aujourd'hui préservé aux États-Unis. Le reste des Ferdinand modernisés, 31, les véhicules ont été renvoyés sur le front de l'Est en avril 1944, où ils ont été placés sous le commandement de la 9e division. Panzer de la SS du SS Gruppenführer Wilhelm Dietrich, affrontant l'offensive de l'armée rouge dans la région de Tarnopol. Encore une fois, les problèmes mécaniques et la surchauffe constante du moteur du Ferdinand ont été des facteurs cruciaux dans la perte de ces véhicules et leur abandon regrettable sur le champ de bataille, même s'ils ont effectivement infligé un lourd tribut pour chaque véhicule perdu, comme par exemple en ayant bloqué l'offensive soviétique à travers la rivière Stripa. La pause opérationnelle des opérations de l'armée rouge en mai a créé une rare période de répit pour la force de Ferdinand, qui ont été, tenez-vous bien, renommés éléphants par l'OKW ce même mois de mai. Mais le mois suivant, en juin, les éléphants ont été surpris par le lancement de l'opération Bagration, la grande offensive d'été de l'armée rouge contre le groupe d'armées centre-allemand. Et encore une fois, un grand nombre de véhicules ont été perdus, la plupart d'entre eux étant détruits par les Allemands eux-mêmes pour éviter leur capture par l'ennemi. Maintenant, avec seulement 14 éléphants opérationnels, les Allemands ont rassemblé tous ces véhicules dans une seule compagnie. Et ils ont passé le second semestre de 1944 à défendre la région de Cracovie, en Pologne. En janvier 1945, les Soviétiques ont lancé l'offensive Vistule-Oder et, une fois de plus, les Ferdinand ont combattu de manière défensive tout au long de cette opération, n'en ayant plus que 4 exemplaires opérationnels à la fin. La fin des Ferdinand, cependant, est survenue pendant la bataille de Berlin elle-même, lorsque les 2 derniers exemplaires ont combattu au Colisée, à partir du 16 avril 1945. L'un des éléphants a été observé en train de combattre sur la place Karl-Auguste et l'autre près de l'église de la Sainte Trinité. Et les 2 véhicules ont été détruits par les Soviétiques lors des derniers jours de la bataille. Seuls 2 exemplaires de ces véhicules monstrueux et curieux subsistent aujourd'hui. Un Ferdinand qui se trouve à Kubinka, en Russie, et un éléphant qui se trouve aux États-Unis. Quel que soit son nom ou sa version, ce chasseur de chars lourds de Ferdinand Porsche a laissé un héritage assez ambigu dans l'histoire militaire, en même temps que ses défauts mécaniques et la fragilité de son groupe motopropulseur face aux mines terrestres. Cela en a fait un grand risque opérationnel pour les Allemands eux-mêmes, qui ont toujours souffert de la maintenance très difficile et du très faible taux de disponibilité opérationnelle de ce véhicule. Les Ferdinand ou Elephant ont atteint pendant la Seconde Guerre mondiale l'impressionnant ratio de 10 ennemis détruits pour chaque exemplaire perdu sur le champ de bataille. Maintenant, dis-moi, connaissais-tu déjà l'histoire du Ferdinand ou éléphant? À ton avis, qu'est-ce que cette machine? Était-ce un grand échec opérationnel ou le chasseur de chars le plus réussi de l'histoire? Dis-nous ce que tu en penses dans les commentaires. Si tu as aimé cette vidéo, partage-la aussi avec tes amis et laisse-nous un pouce bleu. N'oublie pas de t'abonner à la salle de guerre pour ne rien manquer. Je m'arrête ici. Merci encore pour ton écoute, je t'envoie une grosse accolade depuis la salle de guerre.